Voilà, donc aujourd'hui, Zhao Zhong va commencer à intervenir en commentant plus en détail la question des plaques, des baguettes de bois trouvées dans le poste de Huanshan, dont on a commencé à parler hier. Et puis ensuite, en alternance, on reviendra sur l'article de Bibot qui s'est forcé d'intégrer l'information de ces nouveaux documents avec d'une part les données du Hanshu sur les 5 royaumes vassaux du Kangyu et d'autre part les nouvelles découvertes d'inscriptions proto-soviétiques à Kultobé. On a déjà été amené à parler. Donc, you start. Mm-hmm. So thank you, Franz. So excuse me to continue my explanation in English, and we will continue our review and introduction of Bibot's paper as we did yesterday. So Bibot published 2 papers, the first in Chinese in 2012, and the second in 2019 in English, but the content are significantly different. And yesterday we also present that the most important wooden slip found from the Xuanquan site and concerning the Kangju invoice into China is translated by Bibot in 2019. And this is one of the most important results in her paper and very informative and inspiring. So yesterday, I have explained a little bit when I answering Etienne's question that actually this corpus of Xuanquan tallies just excavated from 1990 to 1992 are now being published officially by the Shanghai publishing house called Zhongxi Publishing House, Zhongxi Shuju in Shanghai, from 2019 to 2027. And the plan is to publish 8 sections and in principle 1 section per year, but each section containing 2 volumes. And the structure is that the 1 volume is to juxtaposing photos, color photos, together with the text reading, and the second volume in the same section. For example, this is the section 1, and this is 1 volume, the first volume and second volume. The text reading is the same, but the photo provided are infrared, infrarouge, the photo infrared. So it is very useful to study the tallies and the reading simultaneously. But unfortunately, until now, only 2 sections were published because of COVID situation and other matters. But actually, I have to tell that the quality of this publication is very high, very excellent, and the typesetting team is the same as our report. The cave inscription of ancient Kucha that we gratefully received pre-Iko Ihayama last year. So actually it is the same thing. When the team has the time to typeset Xuanquan, they did with Xuanquan tallies, and they feel a little bit tired, exhausted with Chinese things, then turn to our Kuchian inscription. But anyway, we are fortunate that our report was just published and finished in 2020. So, in the year of 2000, 2 brief reports, one concerning the excavation of the site and the other concerning the main content of Chinese wooden tallies were published together in the 5th issue of the year 2000 of a very important archaeological journal in China, Wenwu, or Cultural Relics. So in it, a photo of the
side from the crow side. Can I say that? A photo from the air photograph. Yes, air photograph were provided in this journal, and this is from the east to the west. So this is the place where the envoys and passengers will be, where passengers from the west will be accepted here. And also the site plan was provided in the same paper. So briefly speaking, this is a site from Han period to even Jin period and later. But for the stratum of the Han period here, there is a tower and another tower, and the main structure is this rectangular. There is a court inside, and here there are many smaller and larger rooms. Some seems to be suite rooms, and here, according to the interpretation of the archaeologist, it could be the office, the bureau. And here, this is actually a site of beacon. How do you beacon in French? Watchtower. Yes, but with the fire on. Signal tower. Fire signals. Okay, so anyway, this is a beacon fire tower. In a later period, in Wei and Jin period, it was just overlapped on this site. And here it is a large stable or écurie just next to this main building. And here, the function is not yet very clear. But anyway, most of the wooden tallies were discovered from the ash pits or corbeilles, about 18th or so, just split on these sites. So it is a very painful task to excavate and then to investigate, analyze about 20,000 wooden slips from this single site. This is a post station near the frontier of China in the Han period. So let me go to the second, next slide. This is the map provided in the same brief report in 2000. Of course, it's not very easy to understand, so I made some explanation to you. So this is the seat of Dunhuang governor that we mentioned yesterday. And in the west of the Dunhuang governor, there are two gates, one called Yumen Guan, or the Jade Gate, very famous, and another called Yangguan, literally sunny or southern gate. And this is the site where we are talking right now, just very nearly Dunhuang, a seat of Dunhuang governor, a little bit to the east, and this is the place where the foreign envoys and passengers on the Silk Road were received. And here is the seat of the Jiuquan governor. So, already in Bibo's paper, she mentioned she relies on four papers in Chinese on the deciphering and analysis of the about 16 or 18 or 14, I'm not sure, because there are some uncertainties about the Kangju from the 20,000 wooden slips. So these are the four main references concerning the wooden slip about Kangju from the Xuanquan sites. And it is notable that actually two of them are published in the same book, in the same conference proceeding, and it was edited by Rong Xinjiang and Li Xiaocong of Peking University. I think a very famous proceedings. So, in the same conference proceeding, both Zhang Defang, the original decipher, and the one who is responsible to excavate the site together with archaeologists, so he is a philologist. Both Zhang Defang and Wang Su, I think Wang Su is a scholar of Gugong National Palace Museum. They gave their different view on the same corpus of wooden tallies about Kangju.
And this is this paper that which published the reading for the first time. And then there are more modification of reading and modification of interpretation later. So today I will introduce this more on the dates and the speed of the document communication concerning these short scrolls. So I just followed this Hao Shusheng's paper. And I won't read the translation again, it's Bibo's translation. So the part one, the first part, it is the official complaint from foreign envoys from Kangju and Su Xie. And this part is not dated. And the final phrase is that none of above assessment were authentic and we are mistreated. And the second part is the processing by Chinese officials in the Han capital in Xi'an, today's Xi'an. And from this, on the Guiyou day of the 6th month, we know, scholars know that it is the first day of the 6th month of the year. And the date is given by Hao Shusheng as the 21st July, 39 BCE. And this is older. So, in brief, this case should be transferred to the governor of Dunhuang. And then, so the governor of Dunhuang just means the highest officer of the Dunhuang commandery, or Dunhuang Jun. And then the third part concerns an order from Dunhuang commandery, Dunhuang Jun, to Xiaogu County. And according to Hao Shusheng's calculation, this is an order issued on the 6 September 39 BCE. So the order is here. After receiving the letter, blah, 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 you should report something by, there is the deadline, by the 25th of this month, according to the laws and decrees, the Chinese imperial laws, etc. So, if we use a map provided by Rong Xinjiang in his 18 lectures on the Dunhuang studies, also translated by Fari Hansen into English, this is the first map given in the book. Presented by Valerie Hansen? Yes, I think so. Were there lectures delivered in Yale or? I'm not sure because it's first published by Peking University Press, and then this. Valerie Hansen is in Paris. I meet her tomorrow. Really? Okay. So yeah, there is an English map, but I have no time to ask Rong Xinjiang to give me the English map. But I think it's easier if I just provide English names for the most important toponym. So here you see this is the Jade Gate, and this is the Yangguan Gate, the Sunny Gate, and this is the seat of the Dunhuang commandery and also the seat of the Dunhuang County. And here, Xiaogu Xian, Xiaogu County is here. And this is the site of Xuanquan Post Station. So if we turn to the fourth part, it can be dated to the 8th September, as I already said, and then, it's fourth part. And the content of this order is the letter has arrived, and the official around this post station, Xuanquan Post Station, should report amount of grain provided to the post horses by the 23rd day of the 7th month according to the laws and decrees. Again, this is things to be solved, to be investigated within this Xuanquan Post Station. And they have to report to their higher officers and let them judge if these invoices are mistreated or not. But in fact, Bibo's translation is very good, but also very concise. If we translate this key phrase word by word quite literally, I would translate tentatively that the report must fully state why or how the relay horse, cheval de relais, right, service was not provided to this invoice and why they were not supplied by cereal grains. So they have to, this official had to prepare a very detailed report on whether
the complaint of invoice is true or not. So if we analyze it with it from this actual document, then the first slip compose the first part, and then whenever it is processed, another slip were added. And we can even count it that from this capital to Zhonghuang, it costs 48 days, and then from this step to the next step, it costs only 2 days. So if we just put it into a bureaucratic system, that means from Chang'an to Zhonghuang Commandery, actually there is a list about how many stations are from Chang'an to the western border of China around the Han period. And there are over 80 stations from Chang'an to Zhonghuang Commandery, and it cost about 48 days. And then from this step to this step, I mean, according to the processing speed, we know that this step were, completed only in 2 days. So actually, at any rate, this is a system very effective, right? And at any rate, this complaint seems to be processed quite timely, although we don't know when the complaint was reported to the Han court. I have a question. Are there any clues where the ambassadors are actually stationed? Is it in Xiaohu, or is it? It's not in. It's here. Or is it in Xiaohu, or where were they actually? They are obviously waiting for a decision. Where are they? This is a question not yet solved. We don't know when this order arrived Shenzhen, where were those invoices? Were they staying for the response in Chang'an, in capital, or have they they just returned back to their country? We don't know. But anyway, the court complained there should be in some starving in some station waiting for a decision. Perhaps, but perhaps they just came and actually sold their camels, expecting for returning them some silk boats, and then they leave. Perhaps this is another possibility. So anyway, according to the interpretation of Hao Shusheng, the wooden slip we found are just one of the copies sent finally to Xuanchuan Post. And of course, there should be another report go back to the Chinese court, but none to us. And in Hao Shusheng's interpretation, there should be another order to Jiuquan Commandery about, yes. So the one sent to the Zhonghuang Commandery was food properly provided, because the camel were not examined in Zhonghuang but in Jiuquan. So there is no business with Zhonghuang about whether the camels were properly evaluated or not. So there should have been another series of order to Jiuquan Commandery on whether first food was properly provided or not, and second was camels properly evaluated or not. So it is interesting that in this series document, we did not see any mention of Liangzhou province. Although the Liangzhou province should stand under the central government and the local Zhonghuang Commandery, but it seems that the central government just issued the order directly to each commandery. And in principle, as many scholars believe that in Han period, probably only one post station in the rank of zhi was set in, one post station per county, something like that. So actually, there should be many ordered, and Zhonghuang Commandery, the governor of Zhonghuang should investigate
the situation, the circumstance of food provision in all the post station that the country invoice passed, right? So if we give them on the map, then the relative distance is like this. This is a map in Chinese about the Han China, and this is the Chang'an, the capital of Western Han in that period. And we know that in that time, the seat of the Liangzhou province was Wuwei, today's Wuwei, and in that time called Guzang. But it seems that at least we did not see any mention about Guzang, so the document just passed through the post system until Zhonghuang, and maybe another similar order to Jiuquan, but including the camel business. Okay, I think now there is a question about, we don't know, as Franz has asked, we don't know where and who and which language. Oui, il y a plusieurs questions qui se posent. Techniquement d'abord, comment se passe la communication linguistique? Alors, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Alors, une solution serait que les postes, au moins les plus importants, enfin, je ne sais pas, la commanderie de Tunhuang, par exemple, ont dans leur staff des multilingues, des gens qu'ils utilisent, qu'ils emploient comme interprètes. Bon, une autre possibilité, ce serait que ces ambassadeurs ont eux-mêmes voyagé avec des bilingues qui étaient dans leur cortège. Alors, a priori, on sera amené à revenir à ça dans les derniers cours, l'affiliation linguistique du Kangqiu, probablement Sakha, probablement une branche des langues scythes, ce qu'on appelle le stade assez tardif du Sakha, c'est le stade sarmato-pontique. Ce serait apparemment, les indications iraient peut-être dans ce sens. Bon, dans ce cas-là, en voyageant vers l'Est, ils sont passés par d'autres royaumes, notamment Kashgar et Khotan, où là, parce qu'ils ont pris la route du Sud. Bon. Dans ces royaumes, la langue est une langue, les langues sont des langues dites Sakha. C'est-à-dire qu'a priori, même si ce n'était pas vraiment tout à fait les mêmes langues, il y avait une intercommunication possible. C'est une communauté linguistique. Donc, peut-être, ils ont voyagé. Bon, il se trouve qu'il est question, dans ces documents, des ambassadeurs de Kangqiu et de Souchet, Sogdian, mais parce que ce sont eux qui se sont plaints. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient les seuls. Ils peuvent très bien avoir été dans un cortège beaucoup plus nombreux, comme celui dont on a parlé hier à propos des ambassades, de l'ambassade autour de moins 110. Il y a des Parthes, et puis après on voit les royaumes à l'ouest du Fergana, à l'est du Fergana. Ils ont pu être dans un cortège où il y avait des gens, bon, s'il y avait des gens qui venaient de Khotan ou de Kashgar, là où à l'époque où on se situe, 39, il y avait certainement dans la population de Kashgar, comme dans la population de Khotan, des bilingues chinois, langue iranienne. Voilà, donc on n'a pas l'indication. Est-ce qu'il y a un corps professionnel d'interprètes qui est affecté à ces garnisons frontalières, enfin c'est plutôt à ces administrations frontalières, ou est-ce que les cortèges d'ambassadeurs voyagent eux-mêmes avec des gens qui peuvent faire la traduction? Une autre question, dans la discussion qu'on a eue hier avec Chao Zhong pour la préparation de ce cours, moi je suis frappé par une chose, c'est quand même que les ambassadeurs ont eu des raisons de se plaindre en arrivant à Chuchan, où c'est probablement là, en fait, où ils sont restés. C'est plus logique. C'est là où ils se plaignent d'avoir été maltraités, c'est là où ils sont restés en attendant la décision. Ils se plaignent, mais leur cas est traité avec beaucoup de zèle. On aimerait bien que l'administration française réponde si vite.
l'administration française, aux dernières nouvelles, elle a un délai de 2 mois pour répondre à une requête. Bon, là, vous voyez, c'est très rapide, hein, ils ont été beaucoup plus vite. Assez rapide. Bon, donc, je suis en train de me dire, est-ce que les malheurs qu'ont eu ces ambassadeurs sont forcément liés à la tension politique qui existe alors entre la Chine et le Kangqiu? Parce que si tel était le cas, la décision d'humilier, de ne pas bien traiter des ambassadeurs du Kangqiu aurait été prise à l'échelon central et pas à l'échelon local. Il semble qu'à l'échelon central, on traite l'affaire sérieusement et qu'il est certainement envisagé que si les fonctionnaires se sont révélés indélicats, ils soient punis d'une manière ou d'une autre. Donc je suis en train de me demander si en réalité on n'aurait pas affaire à une situation comme on trouve à plusieurs reprises dans l'administration chinoise, c'est-à-dire un niveau de corruption qui tente à augmenter au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, et en réalité, il y aurait les fonctionnaires, les frontaliers les plus éloignés de la capitale, chercheraient en réalité à s'en mettre dans les poches, et ce ne serait pas forcément la conséquence d'une tension politique à cette époque. Je crois que là, c'est vraiment quelque chose dont on peut discuter. Alors évidemment, sur le statut de la corruption en Chine, j'ai eu des discussions intéressantes avec Nicolas Di Cosmo. Un certain nombre d'historiens, qu'on considère aujourd'hui, il ne faut pas parler forcément mal de la corruption. Corruption is part of the system. La corruption, c'est ce qui fait fonctionner. Bon. Sinon, l'administration est grippée. Ceci dit, par exemple, avec des exemples d'époque Ming, Nicolas Di Cosmo a pu montrer que véritablement cette corruption qui au départ était peut-être simplement de l'huile dans les rouages du système, moi je pense au modèle soviétique à l'époque de Brejnev. Si l'administration arrivait à fonctionner encore à peu près, c'était à cause de la corruption. Si livrée à elle-même, elle n'aurait rien fait du tout. Bon. Nicolas Di Cosmo pense que tout de même, au départ, c'est de l'huile qui sert à faire fonctionner le système, mais que ça finit par se retourner complètement contre le système. Et lui, il voit très bien, dans la crise finale des Ming, on en arrivait à inventer des régiments qui n'existaient pas, pour toucher les subventions du pouvoir central, et du coup le pouvoir central n'était même plus informé sur l'état réel des forces armées. Bien. Donc voilà, je pense que la publication en cours du reste des documents va peut-être juste mettre en lumière des cas nets où il y a une responsabilité incombant à la malhonnêteté ou à la cupidité des autorités locales, plutôt qu'à des décisions centrales. Là, je vois quand même un système qui, au niveau de la chaîne de commandement, marche extrêmement bien, et on n'a pas du tout l'impression que le pouvoir central ait donné des ordres particuliers pour maltraiter les envoyés de ces royaumes occidentaux. Bien. Alors, yes. Now you go on. Yes. You go on Bibo's article. Yes. So, in addition to the English translation of this very important document, we think Bibo proposed very important hypotheses or argument, and we would like to discuss about them during this semester, in the rest of this semester. So the first one is that, in her view, in order to avoid misunderstanding, during the time of the Houhan Shu, namely the 1st and 3rd century CE, but compiled in the first half of the 5th century, a new name, Su Yi, replaced Su Xie to designate Sukt. And then in the time of the Jing Shu,
from the second half of the 3rd to early 5th century CE, but compiled in the mid-7th century, Sogdiana continued to be called Suyi, and Suxie was used to indicate the city of Samarkand, following the tradition established from the time of the Shiji. Actually, last year we have explained a little bit about Shiratori's theory about Suyi, Suyok. It was him who first identified Suyi, namely Suyi here, as the name for Sogdiana in the Eastern Han period. So I don't repeat this today. You can just search this session 4 and slide 26 of our video podcasting last year. And yesterday, France also read this paper. That means actually Paleo also have the same opinion on Suyi or Suyok, Sudok, with the name of Sogdian, Sogd, in the Han period. And also we even provide a list of Old Chinese together with modern spelling, Pinyin and Sino-Vietnamese and Japanese, Cantonese, and also late Middle Chinese, early Middle Chinese, and other different theory of Middle Chinese, as well as Old Chinese. Anyway, it seems very safe to say that Suyi, these two characters, indeed mean Sogdic, adjective Sogdian in Sogdian language. It is Yoshida Sensei's point, right? Is that Yoshida's slightly corrected Shiratori, but just slightly, because Yoshida has shown that it is actually an adjectival form. Yes, adjective but form. That's how the Sogdians designated themselves, as an adjectival form. So the only little problem not yet solved is that whether we should reconstruct this E with D or D, something between D and L. But this should be further explored. There has been a paper by Pasha, by Pavel Rouillet, about the myth of Sogdian lambdacism, but personally I'm not sure if this myth has been solved or not. Well, they made great progress. They basically, when the Sogdians use the Aramaic letter L for their own language, it does not transcribe an L. It transcribes actually a dental, which sounds like a spirantized dental, which means that they could also use L because there was a theory that in Sogdian actually inherited D had passed to L, but it's this theory was due to a misunderstanding, a confusion between words transmitted from Bactrian and words transmitted from Sogdian. Basically, we know now that there are many old Persian words, classical Persian words, attested in the old dictionaries, in which unexpected D is written L, and it was considered a specific Sogdian phenomenon, or maybe the dialect of Bukhara. But by the meantime, the Bactrian language has been rediscovered, and we know that actually these words were not Sogdian but Bactrian. So when D is changed to L, it is a Bactrian word. Yes, and, okay. And in Sogdian, there was something intermediary with the. So actually, can we see the table you have just shown now? Yes. You see, both are true. Dek is true and Liak is true, because if it was, the Sogdian did not say surdik, they said surdik, something like that. So, depending upon the way it was here in Chinese, it
could very well be here as a D or as an L. So it's now absolutely beyond doubt that Souté is sogged. For Soucier, I don't remember very well the phonetic rendering. How it is also. I know it is also obviously sogged, but I don't remember exactly the reasoning. Not but very similar. Very similar. Yes. Okay. Yeah, yes. So let me continue, but I just found by Wi-Fi that I'm wrong. I mean, the 18 lectures in Dunhuang were translated by Imre Galambos in Cambridge University. Although Professor Hansen translated many works from Rong Xinjiang, but this book, the 18 lectures on Dunhuang studies, was translated by Imre Galambos. I hope he won't kill me. So anyway, okay, let's continue. The second point of Bibo is that although Soucier is the transliteration of Sogd in Chinese historical literature, it actually refers to Samarkand, the most significant city of Sogdiana, and Soucier is the Kang Kingdom instead of Shi Kingdom, Kesh, of the Sui period. And in her view, confusion is easy when the name of a region is used to indicate a specific city. That means in 2012, she once tried to, compare the list of 5 petty kings seen in Han Shu and then identified by Xin Tang Shu with a new list of the toponyms, the city names from the Kurtobe inscription. However, in 2019, in the English version, she revised her review because there are more new evidence from Kurtobe, as Nicholas, Professor St. William also explained last Friday. Yes. Yes. We'll comment later on to the question of some modern scholars have considered, I'll come later to that question, that Soucier is actually Kesh, Sharissa, south of Samarkand, according to an identification already present in the Xingtang Shu. Some scholars, until Poulet long, consider that it actually designated Samarkand, which is something Bibo has rejected perfectly rightly. There are several questions involved. First, when one tries to identify these names, the first thing which strikes the reader, I repeat that it is in the Han Shu. This list is not precisely dated. We can only say that it refers to a situation prior to 25 AD, the date of the final information of the Han Shu on the Western Kingdom. It's probably earlier. It probably refers to information received in the 1st century BC. These names are ununderstandable. It doesn't, at first sight, it doesn't evoke any association. Only Soucier can quite safely be understood. So many scholars modern scholars started from the Xingtang Shu, so the earliest chronicle of the Tang, compiled eventually in the 10th century. Am I right? Mm-hmm. Yes. Yeah, after the Tongtian, actually. And in the Xingtang Shu, it is stated that these 5 kingdoms of the
Han period correspond to what is now this list. So Suxie would be Kesh, Fumo Kushaniya, but which is known under another name at that time. He is he. Yuni is Chach, which is known as She. Chi as Bukhara, which is known as An, and Aotian as Juarez. Yeah. And it's clear that these identifications, oh, je parle en anglais là, Oui. ces identifications dans le Sengdangshu n'ont aucune base phonétique. Donc, absolument aucune base phonétique. Donc, ce serait une tradition authentique. On savait encore que ces noms, qui n'ont rien à voir avec les noms modernes, leur correspondaient quand même. Et en fait, vous voyez que, en gros, enfin pas complètement, disons, un certain nombre de Atarshiratori, qui est le premier à avoir dit que ces identifications n'ont aucune valeur, un certain nombre de savants modernes, Marc Fart était d'accord pour Kesh, bon, Juarez, ça a l'air d'avoir convaincu un certain nombre de gens aussi. Après, chacun a un petit peu essayé de mettre d'autres noms. On n'était quand même pas du tout dans la clarté. Et puis... Maybe let me also explain the order of this table. Let me explain the order of this table. Yes, yes. Okay. So these are the academic works reviewed by Bibo, so I just made a table based on the review from Bibo's paper. But somehow I adjust the order. So first, as Franz has explained, the Xintang Shu was the Chinese annals, but compiled lately. And then Yu Taishan, the most important author we are relying right now on this problem, he generally just believed Xintang Shu, except for change the identification of the fifth one, and later Franz will explain. Then after this, the early scholar who treat this problem is Marquardt. I think it's German. Marquardt, German of French origin, but he was German. Yes. He worked in Strasbourg. So at the turn of the 20th century, and then Shiratori in the early 20th century, and as far as I understand, for the most time of his academic life, he just didn't believe this kind of identification at all. And his reason is just that when the passage of Shiji that we explained yesterday, since it is known that Suxie in the time of Shiji was in the east of Fergana, how could one believe the identification in the Xintang Shu, right? And then Chen Zhongmian is a sinologist in the middle of 20th century in mainland China, and almost in the same time, Pouilly-Blanc also proposed his theory, but not an entire one. He just tried to identify some toponyms from his view of Old Chinese in 1950 to 60s, and then most importantly, Bibo's own idea based on newly unearthed evidence. So this is the logic of this table. And it is important to stress that in 1928, Shiratori rejected completely the list in Xingdang Shu, but the most recent commentator before Bibo, Yu Taishan, believes almost everything in the list of Xingdang Shu. It shows how difficult the question. Ça montre combien la question est difficile. Should I comment this, Chao Zhong, now? Previous, please. Just go back to the list. Yes. Alors, Yu Taishan propose un changement à l'interprétation du Xingdang Shu. C'est Aotian ou Qian, qu'on a généralement identifié, assez souvent identifié au Khwarezm, tout simplement parce que il y a une vague analogie phonétique.
mais on sait maintenant que ça ne marche absolument pas. Alors, sur la base d'une autre analogie phonétique, Karhan, oui, voilà, donc ce Aotian, donc en prononciation restituée Early Middle Chinese, ce serait quelque chose comme Aokian. Alors, ça ne correspond à aucune des transcriptions connues du Khwarezm. Alors, Aokian, il a pensé que c'était comme Aokian pourrait indiquer une spirante initiale. Il a pensé à un site, à une ville, Khargankat. D'ailleurs, il ne l'écrit pas correctement, il écrit Khargankat, en fait c'est Khargankat. On va voir ce qu'il faut en penser. Next. La carte. Voilà, je reproduis la carte de Chavannes, qui est vraiment très très bonne. Alors, Khargan, c'est ici, hein, c'est à l'est c'est la partie est de l'oasis de Bukhara. C'est parfois, donc, ça apparaît en fait dans les sources d'époque Tang comme le Han oriental, c'est-à-dire le Han c'est Bukhara. Les gens qui s'appelaient Han en Chine étaient supposés avoir leurs ancêtres venus de Bukhara. Han Lushan, le plus célèbre de tous, c'est, moi je le traduis en français, Lucien Bokhara. Lushan, c'est Rorshan, la lumière, et Han, c'est le pays de ses ancêtres, Bukhara. Et alors, il y a un Han oriental, mais qui semble n'avoir jamais eu beaucoup d'importance. Et donc, c'est actuellement la ville, enfin, c'est disons, au Moyen-Âge, la ville de Khargankat, et phonétiquement, disons, voilà, les Chinois la connaissent en fait sous le nom de Hohan. Donc, ça n'a rien à voir, ce nom n'a rien à voir ni avec le Khwarezm, ni avec le dernier royaume de la liste des petits royaumes, qui est donc Aokian. Ça n'a rien à voir, c'est complètement arbitraire. Accessoirement, bon, le nom est quand même intéressant, parce qu'en fait, il semble qu'il est grec. C'est Pavel Lourier qui a montré ça. Ce serait le grec Charax. Charax serait derrière Khargan. Charax veut dire forteresse ou camp. Ce serait un des rares cas de toponymes grecs de l'époque des royaumes successeurs d'Alexandre qui se seraient conservés dans la toponymie locale. Mais ça ne valide absolument pas l'hypothèse de Yu Taishan. Alors, il faut, avant de rediscuter sur donc, la position de Bibo et la manière dont elle a en fait évolué, il faut peut-être en venir à énoncer l'opinion des archéologues russes. Alors même le dernier donc Yatsenko, quand il écrit en 2020, n'est pas au courant, hein, il n'est pas au courant ni de la découverte des documents de Huantian, ni de des articles de Bibo. Est-ce que aussi again the list? Oui, voilà. Alors, Yatsenko, donc, dans son livre fondamental, son chapitre fondamental, son chapitre fondamental dans le livre qu'il a édité, voilà ici exactement, il passe en revue toutes les tentatives faites par les archéologues russes, soviétiques, pour identifier ces 5 royaumes. Et il finit par dire, il rejette tout. Il finit par dire que rien ne conduit à quoi que ce soit. Il montre que en fait, ces identifications étaient dès le départ invalidées, parce que d'abord, ça se fondait sur des calculs de distance, d'après des qui sont pas crédibles. On a déjà vu hier la difficulté à utiliser ce critère
des distances indiquées par le Hanshu. On a vu ça aussi au séminaire d'Étienne de la Vessière mercredi. Et puis, ces divers auteurs soviétiques, en fait, sont partis de postulats a priori. Par exemple, Bouriakov, Ami, voulait mettre tous les 5 petits royaumes au sud, mais vraiment très très loin au sud, puisqu'il considère en fait qu'il y en a un qui correspond à la principauté Kushan. Bon. Et puis, il en met un très au nord, Souyab, dans le Sémiretché, mais uniquement parce que, voilà, il met Soussier là, uniquement sur la base d'une analogie phonétique superficielle, alors que Souyab n'est absolument pas attesté avant le 7e siècle de notre ère. Bon, il y en a d'autres, enfin je passe là-dessus, Baïkpakov, Smagulov, ils mettent Soussier dans la vallée de l'Aris, ce qui est complètement contradictoire avec l'opinion actuellement dominante, qu'en fait la vallée de l'Aris, c'est le centre politique du Kangkyu. Alors, je cite sa conclusion, qui est en fait intéressante, qui est très intéressante. À la fois très valable et tout de même un peu irritante. Nous pensons que le temps n'est pas mûr pour la tâche d'identifier ces royaumes. La localisation des 5 royaumes, donc des 5 royaumes petits royaumes vassaux du Kangkyu, sera plus adéquate uniquement quand nous aurons réussi à combiner d'un côté toutes les informations, toutes les particularités philologiques et historiques transmises par le texte chinois, et d'un autre côté les matériaux centra-asiatiques, tant archéologiques que géographiques, qu'on connaît aujourd'hui. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec lui. Puis alors, il continue. La meilleure option serait un travail commun de spécialistes chinois, russes et kazakhs. Mais c'est une question pour l'avenir. Alors, c'est pas très gentil, ni pour les Ouzbeks, sur les territoires desquels se trouve certainement une partie de ces royaumes. C'est pas du tout gentil pour les Japonais, qui ont tout de même énormément contribué à l'étude de la question, et c'est évidemment pas gentil du tout pour nous les Occidentaux, qui sommes supposés n'avoir rien à dire. Bien. Mais voilà, bon, on trouve des choses comme ça un petit peu irritantes aujourd'hui dans la littérature archéologique russe, et mon pressentiment, c'est que dans les temps que nous traversons aujourd'hui, des choses comme ça, on va en trouver de plus en plus. Bien. Ça, c'est une remarque latérale. Bien. Alors, donc, en réalité, alors, il montre que ces identifications dans la littérature russe n'aboutissent à rien. Alors, on a vu hier que, par exemple, Podouchkine, qui propose une solution vraiment assez crédible pour les 3 capitales du Kangkyu, finit par tout mélanger, puisqu'il projette aussi là-dessus les 5 petits royaumes, qui ne sont pas censés être au centre du Kangkyu, puisque ce sont des royaumes vassaux. Bien. Alors, maintenant, la contribution de Bibot, donc, si on revient au tableau, donc voilà, elle... alors, comme on a dit, donc, ces idées ont évolué, voilà. Alors, bon, elle est d'accord avec Shiratori qu'il ne faut pas partir des identifications indiquées qu'on trouve dans le Xingtangshu. Bien. Mais elle pense que sa contribution a 2 originalités. Hein. D'abord, elle est la première à utiliser le témoignage des baguettes de bois de Xuantian. Xuantian. How to pronounce Xuantian. Xuantian. Pas très long. Et d'autre part, elle pense que elle a pensé d'abord que cette liste pourrait correspondre
à la liste des principautés sogdiennes énumérées dans les inscriptions de Koultobé. Tout en admettant... Voilà, mais malheureusement, il n'y a pas de correspondance phonétique, une fois de plus. Bien. Alors, elle est partie... Elle a modéré sa position, en fait, dans son article le plus récent, parce qu'elle utilisait en faveur d'une similarité des deux listes, donc les royaumes vassaux et les royaumes des inscriptions de Koultobé, elle utilisait un argument qui s'est avéré invalide. Elle écrit dans son premier article, on constate quand même que dans les deux cas, la liste du Hanshu et à Koultobé, Samarcande vient en premier. Et c'est quand même très important, l'ordre de préséance. Ça pourrait quand même suggérer que les listes sont identiques. Manque de chance, entre-temps, on a trouvé des nouveaux fragments à Koultobé, et ça, on en a parlé la semaine dernière, qui montrent que il y a des variantes de l'inscription où c'est pas Samarcande qui vient en tête, c'est Narshab. Et Nicolas Sims-Williams en vient maintenant à faire l'hypothèse que peut-être, oui, on avait dit, est-ce que c'est une erreur de scribe? Ça paraît quand même difficile de penser qu'un scribe qui avait un modèle écrit sous la main aurait mélangé Samarcande et Narshab. Alors l'hypothèse que nous faisons avec Sims-Williams, c'est qu'en fait, les représentants des divers membres de la coalition étaient très susceptibles et n'ont pas voulu que certains soient mentionnés systématiquement avant d'autres. Donc ils auraient imposé un ordre divers selon les versions de l'inscription. Donc voilà, on perd cet argument de Samarcande qui vient en tête. Alors elle finit de manière très raisonnable dans son dernier article par écrire que voilà, bien que disons, des évidences croissantes semblent indiquer une correspondance entre les cités-États de l'inscription de Koultobé et les royaumes du Kankyu, nous ne sommes pas encore capables de l'établir par la translittération phonétique, à part la sogdiane qui effectivement phonétiquement peut bien être rattachée à Souché. Alors, deux points pour conclure sur cette ces conclusions de Bibot. Cette vieille histoire qui a traîné jusqu'à Pelé-Blanc, quand même, 1962, que en fait, quand on parle Sogdiane dans cette liste, ça veut dire ça veut pas dire Samarcande, ça veut dire Kesh, ville à peu près à 100 km au sud, on sait bien où ça se situe, ça s'est toujours appelé Kesh jusqu'au Moyen-Âge, et aujourd'hui c'est Shahrisabz qui a une certaine notoriété parce que c'est la ville natale de Tamerlan. Il y a des sites archéologiques importants à Shahrisabz, ma mission de Samarcande y a fait des fouilles. Alors, il se trouve que les opinions donc, de Marc Fart et de Pelé-Blanc se fondaient sur deux a priori qui en fait aujourd'hui sont plus valables. D'abord, leur idée c'est que peut-être influencés par l'importance de Shahrisabz depuis à l'époque de Tamerlan, leur idée c'est que Kesh c'est une ville qui en fait est plus importante que Samarcande à cette époque, donc 1er siècle avant notre ère. Bien, mais maintenant, eux ne pouvaient se fonder sur aucune espèce de comparaison archéologique. Nous, oui, parce qu'on a maintenant des données archéologiques sur toutes ces villes à cette époque. Et on voit que, Kesh est une ville qui semble importante, mais qu'on ne voit pas pourquoi elle aurait eu la préséance sur Samarcande. Si une ville à cette époque est plus prospère, plus grande en superficie que Samarcande, c'est une ville qui est plus à l'ouest,
c'est Narshab, qui est dans la liste d'ailleurs des coalisés à Koultobé. Shaojan, can you show again the Chavan's map? I'll show the respective position. Yeah, voilà. Donc, Samarcande, hein, donc Shari Sabz, considéré à tort comme ayant pris la place de Samarcande dans la liste, mais en fait une ville plus prospère, plus importante que Samarcande, c'est ici. Narshab, c'est le site archéologique d'Erkourgan. C'est vraiment une très grande ville qui remonte à l'époque achéménide. Et on pense que sa prospérité... Alors, était-elle à l'époque considérée comme vraiment faisant partie de la Sogdiane? Ça peut se discuter. Bon, plus tard, on voit que la langue des monnaies est le sogdien. Mais on pense en fait que la prospérité de cette ville vient de ce qu'elle occupait une situation frontalière entre les limites, la Sogdiane, donc les limites extrêmes du Kangkyu, et le royaume couchant en voie de constitution. Et également pas mal placé sur les routes pour aller vers l'Empire parthe. Donc ça c'est sûr. Entre le 1er siècle avant notre ère et le 5e siècle de notre ère, c'est une ville importante. Mais personne n'a jamais pensé que dans la liste du Hanshu, Soussier, ça veut dire Narshab. Bon, Samarcande elle-même n'est pas particulièrement en déclin au 1er siècle avant notre ère. J'ai montré du matériel archéologique. Elle connaît un certain déclin, mais après. Au 2e, 3e siècle, la ville se rétrécit, la culture matérielle ne se renouvelle pas, mais c'est un phénomène qui en fait n'a pas duré très longtemps. Et alors, une autre raison pour laquelle on s'est obstiné à chercher Kesh comme capitale de la Sogdiane, c'est que à certains moments, au moment de la conquête arabe, effectivement, Kesh acquiert une certaine importance politique assez grande. Vers 640, au moment de la décomposition de l'empire des Turcs occidentaux, c'est effectivement, semble-t-il, la dynastie royale de Kesh qui prend le pouvoir à Samarcande. La dynastie qu'on appelle la dynastie des Ounaches. Bon, on a le nom parce que c'est sur la grande inscription de la peinture des ambassadeurs à Samarcande. Comment est-ce qu'on soupçonne ça? D'abord, les textes chinois nous indiquent que, effectivement, c'est un roi de Kesh, Bitchut, qui à ce moment aurait pris le pouvoir à Samarcande. Et par ailleurs, il y a un bon critère, c'est les tangas, les signes claniques. Il se trouve que les monnaies de Samarcande comportent 2 signes claniques, à l'avers et au revers. L'un d'eux, c'est vraiment le signe de Samarcande. Je ne peux pas vous les dessiner, là, je ne les connais plus par cœur. L'un d'eux, c'est le signe de Samarcande. Et le deuxième, c'est le tanga de la famille royale. Et on voit qu'à partir de 640, le tanga de la famille royale qui apparaît sur les monnaies de Samarcande, c'est le tanga qui était avant, qu'on a aussi à Kesh. Donc effectivement, vers 640, il y a une réunion politique entre les deux principautés, et c'est la dynastie de Kesh qui prend le pouvoir. Bon, par ailleurs, un peu plus tard, au moment des campagnes du Deuxième Empire turc, commémorées par les inscriptions de leur trône en 713-714, jusqu'à pratiquement au moment où les Arabes prennent Samarcande, on voit que Kesh avait aussi une grande importance. Mais enfin, tout ça, ça ne permet absolument pas d'extrapoler à une situation datant du 1er siècle avant notre ère. Ce sont vraiment des extrapolations anachroniques. Alors, if you can go back to the list. The list, yes. Alors pour en finir, donc quelque chose qui n'apparaît pas très clairement. Donc maintenant voilà, le dernier état de l'opinion de Bibot, c'est que ça marche, et que là, elle met un point d'interrogation, c'est-à-dire que elle n'exclut pas, elle n'exclut pas que ce soit quand même la même chose que ça, mais actuellement, on n'a aucun moyen de le prouver. Bien. Alors, il y a plusieurs autres choses qui peuvent être dites. Can I just add one point? Yes.
Okay, so if you read Yu Taishan's English translation of Han Shu and read his commentary number 338 on the capital of Kangju, you will read one phrase that here, yes, the capital called Yuani, Yuanyuk, and here the number 3, Yuni, could have been variation in the transcription of the same name. And again, unfortunately, in this English translation, no reference is given. But if we just look back to his early book on the history of Saka people, actually he refers to a very early Japanese paper. It was a scholar almost at the same time as Shiratori, his name is Komai, who first assumed just by intuition that Tashkent, namely Yuni, is based on the identification of Xintangshu, right? Maybe just another way of transliteration of Le Yuani or Yue Yuani or Yao Yuani, because these first characters actually has 3 pronunciations. We don't know. So far, I just adopt Hosevei and also Yu Taishan's translation by temporarily choosing Le as the translation. But actually, we can also spell it as Yue Yuani or Yao Yuani, Le Yuani. All could be possible, and we need more Old Chinese arguments. And then, at the end of this paper, Komai also assumed that since Suxie, Samarkand is very important, almost the most famous city-state around Sogdiana, so he assumed that Suxie is Samarkand. Yes. Yeah. So it's I didn't, when I prepared that this intervention yesterday with I didn't know this article, yeah. but it actually, that's what I was going to say. If you can go back to the list. Yes. There is, it seems that way, okay, Aotian, Juarez, gone. Hargangat, gone. We don't know anything. Here, oui, là, bon, effectivement, on est tenté de rapprocher de l'île Yueyuni. Alors, curieusement, et je ne sais pas vraiment sur quelle base, il se trouve qu'un certain nombre d'archéologues russes ont proposé ça. Ils ont proposé que Yuni soit la région de Tashkent. Bernstein, 1952, Bouriakov, 1982, et sur sa carte, Podouchkine, je ne sais pas si on peut revenir à la carte de Podouchkine, mais il met en fait Yuni à l'emplacement de Tashkent. Bien. Alors, ce que je ne sais pas, c'est s'ils ont agi par une sorte d'intuition ou s'ils avaient connaissance, directement ou indirectement, de l'article de Komai. Là, il faut vraiment vérifier. Il se peut que l'article de Komai ait été connu. No, but I think maybe Russian scholars just choose to believe Xintangshu on this third one. Oui, effectivement. Il serait plutôt parti. Alors, en l'occurrence, ce serait le seul cas, en fait, où le Xintangshu aurait peut-être eu raison, et effectivement, à ce moment-là, on aurait un argument supplémentaire que Nick d'ailleurs ne connaît pas, mais qu'il faut lui indiquer, pour expliquer comment la capitale, le site qui correspond à la capitale du Tchad jusqu'au 7e siècle, c'est-à-dire Kanka, a gardé le nom de Kankyu. Parce que si Kanka c'est Yuni, si Kanka c'est l'île Yuni, c'est tout simplement la capitale méridionale du Kankyu. Bon, alors il y a quand même un problème logique. C'est que dans un cas, si c'est l'île Yuni, c'est la capitale méridionale du Kankyu, mais dans l'autre cas, si c'est Yuni, c'est un royaume vassal. Alors, est-ce que ça peut être l'un et l'autre à la fois? C'est un problème, mais en tout cas, ça mérite d'être investigué. I have to add one more point, although just an assumption by Komai already in this paper, that he tried to explain how Xintangshu made this identification, because there is distance in for every
5 petty kings and their kingdoms and their capitals from a place in China, right? So not only from the Protectorate General in the Tarim Basin, but also the Sunny Gate, the southern gate that I just mentioned. So, if we believe the distance preserved in current Hanshu, then the one most closest to China is the number 3, and then number 2, and then number 1, and then 4 and 5. And then if we compare with the list collected in Xintang Shu, then it just put them in the same order. The closest one for itinerary from the China's capital to Sogdian, the first country should be Chach, like what Xuanzang just traveled, and then Kushanya, and then Kish, and then Bukhara, and then Khwarezm. This is Komai's explanation. Yeah. Maybe Russian scholar also achieved. Or Souchet, it would work as well, et ça marcherait aussi bien. Kouchania, je dois dire, j'y crois pas. Tout simplement parce que le toponyme Kouchania ça réfère au couchant, mais on a des raisons de penser qu'en fait ça réfère au Kidarit, les Huns Kidarit qui s'intitulaient Roi des Couchants. Donc en fait, il semblerait que c'est un site qui n'est pas important, en tout cas qui ne reçoit son nom qu'au 5e siècle. Donc il est hors jeu à ce moment-là. Mm-hmm. Alors effectivement, Qi et Aotian seraient plus loin, mais actuellement, on n'a absolument aucune raison de les identifier ni avec Bukhara ni avec le Khwarezm, et même probablement c'est pas le cas, parce que Bukhara, on savait que ça s'appelait Han, et le Khwarezm, on savait que ça s'appelait, on avait un nom pour le Khwarezm. Pourquoi avoir employé un nom différent? Alors on pourrait, ailleurs, on peut pas aller au-delà. Je pense qu'on a terminé ce qui pouvait être dit là-dessus. En tout cas, merci Chao Zhuang. Enfin, l'article de Komai, mais il faudra vraiment l'utiliser. Oui. Il faudra aussi le signaler à Nicolas, parce que c'est un des arguments pour expliquer comment peut-être ce site de Kanka a pu garder le nom du Kankyu. Oh, at least he tried to explain how Xintang Shu identified them, but actually he didn't think that is correct. So at least he thinks this Suxie should be identified with Samarkand. This is already very close to our latest conclusion by Bibo that, well, except for Samarkand, we know nothing. Ah oui, c'est-à-dire que le Xintang Shu n'aurait pas utilisé des traditions authentiques sur les noms, mais ils auraient tout simplement pris la règle et ils se seraient aperçus que les distances correspondaient effectivement, pouvaient correspondre à cette identification. Donc finalement, ils ont travaillé comme nous. Voilà, l'auteur de Xintang Shu a travaillé comme nous. Avant de conclure, on va aborder maintenant brièvement, parce qu'on sera amené à y revenir ensuite, justement des questions de bibliographie, parce qu'il faut quand même vérifier comment tout ce savoir s'est constitué et a été transmis. Alors, il faut partir de la manière dont le Hanshu a été connu, aussi bien chez les Russes qu'en Occident. Alors, on ne peut rien comprendre aux théories des archéologues russes si on ne sait pas qu'encore aujourd'hui, c'est ce livre qu'ils utilisent. Et ce livre, c'est pas 1950, c'est 1850. Il a été réédité à Moscou un siècle après sa parution, très bien réédité, avec des contributions par les plus grands spécialistes orientalistes de Saint-Pétersbourg, à la fois sinologues et iranologues. Alors ce qu'on a pu reprocher à cette réédition, c'est que les chapitres ont été réordonnés d'une manière soviétique. On s'est efforcé de réordonner la matière de Bitchourine
pour que ça corresponde mieux à l'organisation territoriale soviétique. Mais c'est le texte de Bitchourine. Alors, il est important de savoir qui est Bitchourine. Frère Hyacinthe, c'est un missionnaire orthodoxe, c'est l'un des membres de la mission orthodoxe de Pékin, qui a été... alors, bon, on parle toujours des jésuites à la cour de Chine, mais on parle beaucoup moins des Russes. Or, les Russes, ils sont très présents à partir du XVIIe siècle. Je vous rappelle le traité de Nertchinsk, qui a délimité la frontière, le premier traité qui a délimité la frontière entre la Chine et l'Empire russe. Ce sont en fait ceux qui ont permis les négociations, ce sont les missionnaires orthodoxes de Pékin, qui connaissaient, qui savaient parfaitement dans quelle mesure les revendications chinoises étaient historiquement fondées et dans quelle mesure elles ne l'étaient pas. Il faut savoir. Il a fait ce recueil en 3, qui est maintenant réédité en 3 volumes. Alors c'est à la fois l'Asie centrale, la Sibérie, parfois ça va assez loin. C'est pas une négative, mais ça va même assez loin quand même, qu'il y a la Corée dans le recueil. À l'époque, il n'y a pas mieux. En Occident, on avait accès au Ranchu par les vieilles traductions des jésuites, de Maya, etc., des vieilles traductions du XVIIIe siècle, mais qui sont des traductions très littéraires, très réécrites. C'est pas du tout des traductions scientifiques comme on l'entend maintenant. Lui, il a vraiment fait de la traduction littérale. Et puis le premier qui est vraiment repris ses sources d'une manière scientifique, c'est Rémusat, fondateur de la chaire de sinologie du Collège de France, dans plusieurs articles parus. Il est mort jeune, dans les années 1820, mais Rémusat, pour autant que je me souvienne, n'utilise pas le Ranchu. Lui, il utilise le Xingtangshu, des textes même postérieurs, mais je ne crois pas qu'il utilise vraiment le Ranchu. Et alors, il faut savoir aussi que Bitchourine est en communication scientifique avec Stanislas Julien, qui enseigne ici même au Collège de France, et Stanislas Julien était connu pour avoir la dent très dure, mais il a envoyé dans cette édition, ils ont évidemment reproduit des lettres très amicales de Stanislas Julien envoyées à Bitchourine, et on voit très bien qu'il le considérait comme son égal, et qu'en réalité, il se partageait le travail. Stanislas Julien prenait Xuanzang et les sources bouddhiques, et il avait confiance en Bitchourine pour l'utilisation des annales chinoises. Alors évidemment, aujourd'hui, le problème avec l'utilisation continue de Bitchourine chez les Russes, c'est que tout de même, il y a des partis pris chez Bitchourine qu'on ne peut plus accepter, notamment, un gros problème pour nous, c'est que systématiquement, le mot « hu » qui désigne en fait au départ les barbares occidentaux, mais qui assez nettement à partir du 7e siècle en est venu à désigner les Sogdiens, il traduit systématiquement par turc. Et ça pose vraiment un problème pour l'utilisation. Il faut le savoir. Alors, comme me disait par exemple Marchak à l'Ermitage, oui, bon, Bitchourine, on connaît ses défauts, mais on a été éduqué avec, on sait s'en servir, on s'en est toujours servi, donc on ne peut pas s'empêcher, c'est le premier livre qu'on va ouvrir. De même que nous ici, que nous occupons d'Asie centrale, le premier livre que nous ouvrons dès qu'il s'agit des sources chinoises, c'est Chavannes, document sur les Turcs occidentaux. On peut pas faire le tour. Alors ensuite, il faut donc disons les traductions de Bitchourine fondent
la science sont la base de l'information sinologique des archéologues russes pendant fort longtemps. Et alors, la base de le texte fondateur sur l'archéologie elle-même du Kangkyu, sur place, suivante, c'est le livre de Tolstoï, paru en 1948, le Khorezm ancien. Voilà Tolstoï. Alors, il faut ça, comme me disait Boris Tidvinsky, Drevny Khorezm de Tolstoï. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tient. Rien. Mais il faut le lire. Parce que c'est admirable, c'est la première réflexion vraiment géographique, géographique, ethnologique, multidisciplinaire. On peut dire que c'est vraiment de toutes les grandes expéditions de l'époque soviétique, quand je dis soviétique, je dis stalinienne, et un peu après, conduite en Asie centrale, il a conduit la seule qui était vraiment pluridisciplinaire, avec des spécialistes de l'irrigation, des archéologues, des géographes, des ethnologues. Il avait aussi des moyens que les autres n'avaient pas. Bon, il avait beaucoup de chance. Staline avait pensé faire de sa fille Svetlana une archéologue. Et donc, elle l'avait à un moment confié à Tolstoï, pour qu'il l'initie à l'archéologie. Ça aidait. Et donc, Tolstoï a eu accès à ce qu'aucun autre archéologue de l'Asie centrale n'a eu, c'est-à-dire des avions. On lui a donné des avions de l'armée rouge, et il est le seul dans les livres duquel on ait des photos aériennes. Et d'excellentes cartes. Il est le seul qui a pu publier des cartes exactes, parce que la zone qu'il étudiait n'était pas frontalière. Et donc, elle échappait à la censure des cartes. Les autres qui ont travaillé en Ouzbékistan, Tadjikistan, dans les régions frontalières, ont tous dû, jusqu'à une époque assez récente, enfin jusqu'à, peut-on dire pratiquement la fin de l'époque soviétique, publier dans leurs livres des cartes fausses ou très grossières, et à la fin, pas de cartes du tout. Juste des cartes. Il faut toujours avoir ça en tête. Alors, Tolstoï se rend compte par Bitchourine de l'importance historique énorme du Kangkyu comme partenaire occidental de la Chine à partir du IIe siècle avant notre ère jusqu'au IVe. Par ailleurs, il considère que le Khorezm a été à l'origine, a eu une importance politique absolument décisive, fondamentale, dans tout ce qui s'est passé en Asie centrale. Après Alexandre, le Khorezm a animé la résistance des peuples d'Asie centrale contre la domination grecque. Ensuite, les Kushan, d'une certaine façon, ce sont des cousins des rois du Khorezm, etc., etc. Et alors, évidemment, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé un signe égal. Khorezm égale Kangkyu. Quand les Chinois parlent du Kangkyu, il se trouve effectivement que les Chinois ne parlent pas du Khorezm jusqu'au 7e siècle, ou plutôt, on sait par Pelliot qu'ils en ont parlé vers 110 avant notre ère, et je ne suis pas sûr que Tolstoï ait eu accès aux articles de Pelliot. Donc, comme les Chinois ne parlent pas du Khorezm, que le Khorezm est l'agent politique décisif de l'Asie centrale dans toutes ces époques, et que les Chinois disent que le principal protagoniste occidental, c'est le Kangkyu, et ça veut dire que le Kangkyu, c'est le Khorezm. Voilà. Et donc, il identifie, en fait, disons, il considère que jusqu'au 1er siècle de notre ère, parce qu'après, il pense que le Khorezm a davantage pris d'indépendance, c'est la même chose. Alors, il faut savoir que tout ça,
ça a persisté fortement dans les chronologies et les terminologies utilisées par les archéologues russes jusqu'à une époque vraiment très récente. On sait depuis les années, disons, 70-80, on a eu une approche plus nuancée du Kankyu, on a bien compris que le Kankyu, c'était pas la même chose que le Khwarezm, mais regardez, jusqu'en 2005, voilà la chronologie standard utilisée par tous les archéologues du Khwarezm. C'est la chronologie de Tolstov, qui donc est d'une part trop ancienne, et d'autre part utilise des termes qui correspondaient aux idées de Tolstov. Donc, 4e, 3e siècle avant notre ère, ça va s'appeler Early Kankyu. 2e siècle, au début du 1er siècle de notre ère, ça va s'appeler Late Kankyu. Et puis alors ensuite, il appelle ça couchant, parce qu'il considère que en fait la matrice de l'Empire couchant, c'était aussi Khwarezm. Et bien qu'on ait su depuis les années 70-80 que l'Empire couchant ne s'étendait pas sur le Khwarezm, quand on a commencé à bien connaître la diffusion locale, le monnayage local, on a bien vu que les monnaies couchanes ne circulaient pas, et que celles qui circulaient, elles étaient contremarquées. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des monnaies couchanes récupérées par l'autorité monétaire locale. Et bien, on a continué à écrire couchant jusqu'en 2005. Et en fait, celui qui a bouleversé, qui a remis en cause, qui a renversé la table, c'est Michele Minardi, dans son livre très important paru en 2015 sur le Khwarezm. Et alors là, il change la terminologie. Voilà. Former Early Kankyu, maintenant c'est Antique 2 et Antique 3 qui était couchant chez Tolstoy, voilà, maintenant c'est Antique 3 et il adopte une terminologie neutre. Mais vous voyez donc comment, alors il faut toujours avoir à l'esprit, quand on utilise la littérature russe actuellement sur ces questions, que d'une part, du point de vue de l'information sinologique, c'est Bitchourine un peu actualisé, on en reparlera à propos du livre de Yatsenko, il ne connaît ni Ulzeve, ni Chavan, ni Ulzeve Levé, ni Yutaishan. Et que, du point de vue archéologique, le fantôme de Tolstov continue à rôder. Hein, et qu'il y a encore... Yatsenko est revenu là-dessus, n'adopte plus cette idée, mais certains archéologues, jusque dans les années 80, effectivement, ont encore tendance à considérer que sur toute la longueur du Sirdaria, c'était le cœur politique du Kankyu. Ça, c'est l'héritage de Tolstov. Voilà. Donc, voilà, j'ai présenté l'arrière-fond de l'érudition soviétique et russe, et donc Chao Zhong fera une présentation des étapes de l'érudition japonaise et chinoise. Alors, Chao Zhong, do you do that in the beginning of the next session, or do you postpone it? No, beginning of the next session. I think it will be Yes, but very shortly. Very shortly. So, alors, donc, on va s'interrompre pendant 2 semaines. Et nous reprenons le séminaire, non pas le jeudi, mais le vendredi, qui sera le 2 juin, je crois. Can you confirm? Je vous indique donc, parce que le calendrier est un tout petit peu bouleversé. Donc, vendredi 3 juin, voilà, reprise. Le 2 juin, il n'y a pas de séminaire. Vendredi 3 juin, reprise du séminaire, ici même heure. Ensuite, il aura lieu les 9 et 10 juin. Et ensuite, il aura lieu le 16 juin. Et la dernière séance aura lieu le 23 juin.
Alors, je crois que la dernière séance aura lieu dans une autre salle, et c'est annoncé sur le site. Voilà, donc il reste 5 séances. Les prochaines séances seront surtout animées donc, par Chao Zhong, donc sur la question de l'historiographie chinoise et japonaise, et surtout We go back to Tongdian, on dans va le revenir Jinshu. à la question du Tongtian Oui. qui nous a occupé l'année dernière. Et dans les dernières séances, je pense que j'interviendrai sur certains aspects de la culture matérielle du Kangqiu, la question des supposés bâtiments cultuels, les établissements sédentaires, etc. Présentation archéologique. Et peut-être en dernière séance, à titre de récréation, nous évoquerons l'épisode extrêmement connu, de manière extrêmement détaillée, mais difficile à situer sur le terrain, du siège du camp fortifié du Shanyu et Xiongnu, ces réfugiés donc à la frontière du Kangqiu, qui a été le grand moment de confrontation entre la Chine et le Kangqiu. Voilà, et bien je vous donne rendez-vous à dans 2 semaines.